Et vous arrivez tous. Super. Bonjour. Donc, oui, on s'est intéressé aux cibles, aux consommateurs, etc. Et puis, un peu comme les deux premières fois, on se rend compte, et vous le savez, que quand on parle de ces sujets-là, bah, faut 6 mois, quoi. Faut des agences d'études, etc. Donc, on a réduit le spectre. Et tout en le prenant avec un peu plus de hauteur que de finesse, si j'ose dire, et on est rentré par les générations. On a aujourd'hui 5 générations actives. Ceux qui sont nés avant 1946 sont toujours là, mais ils ne sont pas considérés comme actifs, donc on les a pas mis. Et de la même manière, on va pas vous parler des alphas, parce que évidemment que la génération des alphas, c'est la génération qui aujourd'hui consomme et nous intéresse, mais elle est plus prescriptrice que consommatrice directe. Donc, on n'a pas de données dessus et pas vraiment d'intérêt à aller les draguer, enfin les draguer, les informer. Oh, pardon, vous informer de comment il fonctionne aujourd'hui. C'est le cœur de votre métier. Ce qui est intéressant, c'est qu'une génération, c'est 15 ans. Et donc, on a des clichés dans la tête, tous, parce qu'en fait, en 15 ans, ah, Alexandra, caméra et micro marchent. Génial. On a, pardon, en 15 ans, bien sûr, deux cibles. Et donc, on va parler de génération, mais au sein de ces générations, il y a plusieurs cibles et plusieurs typologies d'acheteurs et de consommateurs. Alors, on commence par la première génération. Tatin, les boomers. Elodie, Oui, oui, please. oui. Merci. Le baby boom, eh ben, vous n'y croyez pas, hein, mais moi, je suis dedans. Je suis dans le baby boom. Je n'en revenais pas, mais c'est vrai. Donc, si on peut changer de dia. Merci. C'est pour ça que je suis nulle en techno, en fait. Ils ont donc aujourd'hui entre 62 et 4. C'est une génération qui est encore très chanceuse. C'est une génération qui, j'espère, ne verra pas de guerre, hein, enfin pas de guerre mondiale, et qui a vu arriver, ben, en fait, le terme un peu vieillot de la modernité. Mais eux et nous avons vécu la vraie modernité, c'est-à-dire l'arrivée du téléphone dans les foyers, l'arrivée, je vais le dire, des toilettes qui n'étaient plus sur le palier, mais dans les foyers. Et là, on parle de la première cible, effectivement. L'arrivée de la télécouleur, la liberté sexuelle, les années 70, tout ce qui est euh, la consommation sans qu'elle soit la surconsommation, mais des années de difficultés précédentes font que cette génération-là a été élevée par des parents qui souhaitaient que eux, leur vie soit belle. Et nous, notre vie a été belle, si j'ose dire. En même temps, c'est une génération qui est très consciencieuse et très respectueuse de ses engagements, mais qui, par ailleurs, se fiche assez pas mal de l'écologie. Elle est fidèle à ses marques. Quand on a trouvé une marque qui nous convient, eh ben on la garde. Et il ne faut pas que la marque s'abîme, parce que si elle s'abîme, on la perd aussi sec. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important à noter. Et eh ben c'est la génération la plus adaptable qui soit, puisque justement, elle a commencé, il n'y avait pas de téléphone et il n'y avait pas de télé. Et aujourd'hui, elle a des smartphones, des tablettes, l'avion, tout. Tout est rentré dans leur vie avec une adaptation totale, puisque c'est quelque chose qui n'existait pas précédemment et qui est arrivé. J'ai pas mis Internet. Je réalise que j'ai pas mis Internet. Et il y a 15 millions de consommateurs quand même, hein, qui souhaitent, et ça c'est très important à noter, profiter de leurs acquis. Et bon, on sort d'un week-end électoral. Les acquis, c'est le droit d'être heureux parce qu'on a travaillé. Deuxième dia, s'il vous plaît. Donc la photo qui est là, elle essaye de représenter en fait toutes les générations, enfin toutes les générations, pardon, toutes les représentations du baby boom. On a le sentiment que les boomers, c'est que les vieux.
Bah non, c'est pas que les vieux. Il y a beaucoup, beaucoup d'actifs encore, et notamment de jeunes actifs. Alors de jeunes actifs, de jeunes, des pré-seniors, des gens qui sont encore en plein travail. La retraite, c'est 64, mais si on veut son plein emploi, enfin c'est trimestres, etc., eh ben, on a le droit d'aller jusqu'à 67. Et il faut donc considérer que jusqu'à 67 ans, on est actif, on dépense et on a du pouvoir d'achat. C'est vraiment important. Ce critère-là, enfin, leurs habitudes d'achat, elle est claire. Plus on est jeune, et relativement, et plus le digital est complètement intégré, le e-commerce pareil, etc. Et plus on est âgé, et plus la sensibilité prix a moins d'importance parce qu'on va rester dans sa fidélité et dans son déplacement et l'acte d'achat qui reste un acte plaisir parce que on se déplace et on va dans le commerce, voir son commerçant. C'est vraiment important de garder le lien. Le commerce, c'est le lien social pour la cible la plus âgée du baby-boom et du maillage national. Ils sont hyper connectés. Alors, ils sont hyper connectés. Comme je dis, je vais prendre l'exemple de ma mère, qui a plus de 86 ans aujourd'hui, qui n'est donc pas dans cette cible-là, puisqu'elle est après, enfin avant plus exactement, elle passe sa vie sur Facebook. Facebook, on a intégré, cette génération-là a intégré complètement Facebook, achète sur Facebook, achète sur YouTube, enfin visionne YouTube. YouTube et Facebook, c'est le moyen d'apprendre, la santé, les contenus pratiques, et Facebook, c'est le lien familial. C'est le lien de communication, c'est les amis, c'est de toute façon on peut plus se déplacer, on n'arrive plus à se déplacer, mais on reste en contact et ils sont vraiment hyper connectés. Donc les boutiques sont pour eux sur Internet quelque chose qu'ils visitent vraiment. À contrario, les réseaux qu'ils n'ont pas intégrés du tout, c'est TikTok et Insta. Insta, ils n'ont pas bien pigé encore à quoi ça sert. Enfin, et donc les boutiques Instagram, par contre, ne sont quasi pas visitées. Les boutiques TikTok, on n'en parle pas. Euh, mais par contre, sur les autres, sur le reste des réseaux, il faut savoir que donc la moitié des boomers sont capables d'acheter au moins une fois par mois en ligne. Et le taux d'équipement des smartphones et des ordinateurs est plus que probant par rapport aux propos. Les tablettes aujourd'hui sont légères, mais c'est quelque chose qui est en augmentation et ça devrait doubler en 2028. Voilà. Et ils sont hyper connectés, mais ils ont également des gens qui les représentent. Ils ont des influenceurs. Alors moi, j'adore le studio Daniel, cette jeune femme, oui, cette femme de 68 ans, qui est une ancienne esthéticienne et qui a aujourd'hui pris le parti de croquer la vie à pleines dents et d'expliquer qu'à 68 ans, ben, on peut parcourir le monde tout en restant belle et en s'occupant de soi. Elle fait du product placement, elle a une boutique en ligne et son audience, et c'est quand même ça qui est très intéressant, elle est à 56% suivie par des jeunes qui ont entre 18 et 24 ans. Donc, le baby boom sont des gens âgés, mais des gens qui engagent de par leur expérience et de par leur présence importante dans leur vie, tout simplement. Ils ont des compétences, des acquis, et ils savent des choses. Donc les influenceurs vieux sont importants. Les influenceurs, oui, oui, c'était bon, Élodie. Les influenceurs, c'est important, mais les mannequins, on les voit apparaître aujourd'hui un peu partout sur un discours très décomplexé, en fait. On est vieux, on a un peu d'argent, et nous, on se fait plaisir. Donc, en haut à droite, c'est le fondateur d'Eden Park, qui représente aujourd'hui sa marque.
en bas à gauche, j'adore cette collab. C'est une collab 100% bretonne. 727 Sailbags, vous connaissez pas forcément la marque, mais vous connaissez forcément le produit. C'est des sacs en voile, en tissu de voile. C'est que de la récupération. Et Armor Luxe, ben, on ne le présente plus. Ils font une collab. Ils pourraient choisir un public qui correspond à 727 Sale Bags, mais en fait non, ils choisissent un mannequin avec un profil relativement senior, hein, le gris-argent, c'est plutôt senior, pour promouvoir des sacs extrêmement modernes en fait. Donc le vieux, comme j'aime à l'appeler, est intégré complètement dans la communication et dans l'engagement des autres. Le Lacoste, il est quand même assez génial. On ne sait pas s'ils sont petits-fils et grand-mère ou arrière-petits-fils et grand-mère ou s'ils sont de CSP totalement différents, mais ils parlent à deux cibles et le polo, il est porté et portable par l'ensemble des deux cibles. Donc c'est vraiment intéressant d'étudier ce que font les vieux et où on les utilise. Comme je suis dedans, je me permets, hein. Ils consomment, mais alors ils consomment de façon très très claire. Ils ont mis de l'argent dans le patrimoine, ils ont mis de l'argent, ils ont épargné. Pour la plupart, quand ils le peuvent, ils aident leurs enfants, ils aident leurs petits-enfants, parce qu'ils sont encore ceux qui ont le plus de pouvoir d'achat. Alors, on parle bien évidemment de ceux qui ont épargné pendant toute leur vie, hein, mais aujourd'hui, ils ont de l'argent. Qu'est-ce qu'ils consomment? Ils consomment du kiff. Ils consomment des vacances, ils consomment des voyages, ils consomment des plaisirs. Et quand on regarde les enseignes vers lesquelles ils se tournent, bah, ils se tournent vers des enseignes comme Kiabi, Decathlon ou Uniqlo, où les prix sont respectés, où la qualité est fiable et où il y a une coupe classique, pas forcément extravagante. Ils sont dans le on disparaît quelque part. Après, ils vont rester fidèles à une marque de Levi's. Donc, on oublie que Levi's, bah, c'est la marque des boomers parce que c'est eux qui l'ont complètement amené dans les années 60 et 70 à devenir un produit avec lequel on va bosser. Et donc, c'est une marque importante sur cette cible-là qui reste active. Voilà, ils restent, pardon, oui, important, c'est que le traditionnel reste important. Donc le linéaire est quand même leur source d'information et la télé est importante pour eux. Donc on voit bien que ces enseignes-là, d'ailleurs, continuent à communiquer sur la télévision. Il n'y a pas de, enfin, en linéaire. Euh, voilà. Et puis j'ai fait un petit focus. Alors ceux-là, ils sont dans le baby boom parce qu'ils sont apparus dans ceux du baby boom, mais ils sont là maintenant pour toujours. C'est les quinquados. Les quinquados, c'est qu'ils ont 50, 55, euh, ils ont plus de contraintes. Les enfants sont partis, les petits-enfants sont pas forcément encore arrivés. Et ceux-là, c'est des consommateurs qui sont extrêmement décomplexés. C'est une cible qui est intéressante à capter euh, parce que, en fait, ils réagissent au code de la génération X sans contrainte. C'est-à-dire que eux, ça y est, ils ont passé le cap de la consommation à se faire plaisir. Euh, voilà ce que je voulais dire, moi, sur la cible du baby boom et de la génération pardon, du baby boom. Virginie, tu as pu nous rejoindre? Oui, je crois que c'est bon, vous m'entendez? Oui, magique! Ah! Youpi! Et même on te voit. Ah, mais c'est super. Bon, ben, bonjour Ah, à tu tous. m'enlèves d'un truc. Donc c'est bon, ça marche, ça marche, ça marche. Alors moi, je vais vous parler de la génération X. Donc la génération X, on parle souvent de génération oubliée. Parce que elle est moins médiatisée que la Gen Z ou les millennials qui occupent, eux, pour le coup, vraiment le devant de la scène marketing. Et pourtant, on va voir là dans les prochaines slides que dans la réalité économique, cette génération est vraiment centrale. En fait, la Gen Z, c'est la Gen Z, bah voilà, la Gen X, pardon. Elle regroupe les personnes nées entre 65 et 80, et donc elles ont aujourd'hui entre 45 et 60 ans, et représentent quand même un tiers de la population mondiale.
Donc, c'est une génération qui est particulièrement intéressante pour les marques car elle a un fort pouvoir d'achat et elle a une influence très importante dans les décisions familiales. En fait, pour comprendre la Gen X, il faut un peu comprendre aussi le monde dans lequel elle a grandi. Parce que c'est une génération qui a grandi dans un monde analogique, sans Internet, sans smartphone, sans réseaux sociaux. Quand elle était adolescente, elle téléphonait depuis son téléphone fixe dans le salon avec tout le monde autour. Elle cherchait des infos à la bibliothèque ou dans les encyclopédies. Quand elle voulait aller acheter quelque chose, ben, elle était obligée d'aller en magasin, de demander le conseil au vendeur et prenait le temps de réfléchir. Et donc, elle a vécu plein de transformations. L'arrivée du digital, le e-commerce, la mondialisation, beaucoup de crises économiques et puis les changements rapides aussi liés au marché du travail. Donc, résultat, c'est une génération qui est très adaptable, mais elle est aussi très rationnelle dans ses décisions d'achat. Et elle achète beaucoup moins par impulsion que les jeunes générations. Elle compare, elle vérifie, elle élise avis. Voilà, elle a besoin d'être rassurée. Et on observe souvent un comportement très typique dans cette génération quand dans son acte d'achat, c'est que souvent elle voit un produit en magasin, elle prend une photo avec son smartphone et elle va vérifier les avis sur Internet avant de revenir l'acheter. Et ça, son parcours d'achat, il est quand même super réfléchi. Donc, pour convaincre cette génération, bah, ça sert à rien. Enfin, il suffit pas que les marques soient tendances, mais il faut vraiment être crédible, solide et puis rassurante. Tu peux passer, Elodie. Quand ça veut. Voilà. Ah, voilà. Ah non, c'est trop, c'est trop. Ah, Tu mince. remontes. Voilà. Très bien. Donc, comme je le disais, la génération X joue un rôle central dans l'économie. Elle détient aujourd'hui 40% du pouvoir d'achat en Europe. Mais comme on l'a dit, c'est une génération qui reste marquée par les crises économiques qu'elle a traversées. Et donc, pour beaucoup, les personnes de cette génération ont commencé leur carrière dans les années 90 et ont vécu la crise Internet, la crise financière de 2008 et plus récemment aussi l'inflation. Donc, le résultat, c'est que les trois quarts d'entre eux, donc 77%, disent que ces crises ont influencé leur manière de consommer. Et on observe une logique très claire qui est acheter moins, mais acheter mieux. Donc la génération X recherche avant tout des marques crédibles, durables et fiables pour 64% d'entre eux. Et forcément, bah, elle se méfie des effets de mode et elle aime les marques qui rassurent. Donc la réassurance, c'est indispensable pour cette génération-là. Elle préfère une expérience vraiment de qualité, même si c'est moins fréquent. Merci. Donc, c'est une génération aussi pivot dans les décisions familiales. 72% des décisions d'achat sont influencées par les 45-60 ans. Et la génération X occupe une position aussi particulière dans la société parce qu'on le dit que c'est une génération sandwich. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, génération sandwich? Ça veut dire qu'elle se situe souvent entre deux responsabilités. D'un côté, les enfants et de l'autre côté, les parents qui vieillissent. 63% d'entre eux soutiennent financièrement leurs enfants adultes. Et aussi près de la moitié, puisqu'on est à 48%, aident aussi un parent senior. Donc, ça veut dire que concrètement, elles gèrent les études des enfants, l'organisation familiale, les vacances et même l'accompagnement de leurs propres parents. Donc, elle est au centre des décisions du foyer et c'est elle qui va décider les sorties culturelles, les destinations des vacances, les loisirs familiaux. Donc, c'est vraiment un pont entre les générations. Et ça, c'est vraiment capital parce qu'elle a aussi envie de faire plaisir à son environnement. C'est une génération hybride. Contrairement à certaines idées reçues, la génération X est très à l'aise avec le digital. Elle a su s'adapter et modifier ses habitudes puisque c'est arrivé en cours de route, mais elle a pris le train en marche.
Et elle utilise aujourd'hui massivement les réseaux sociaux à 88% et le e-commerce à 74%. Alors, dans ses habitudes de consommation des réseaux sociaux, la génération X, elle est majoritairement sur Facebook, YouTube parce qu'elle adore les tutos, les avis, voilà, ce genre de choses. LinkedIn pour le côté professionnel, elle est beaucoup là-dessus, et Instagram. Par contre, TikTok et Snapchat, c'est pas trop son truc. Donc, euh, donc voilà, mais son parcours quand même reste hybride parce qu'elle utilise le digital souvent pour s'informer, comparer, préparer son achat. Elle adore les comparateurs d'achat, ça elle adore ça. Mais elle reste très attachée au magasin. C'est-à-dire que pour finaliser sa décision, bah, elle a besoin d'aller en magasin pour se conforter dans son choix. Et elle veut voir, elle veut toucher, elle poser des questions. Ça, c'est capital pour cette génération-là. Et donc, elle attend des marques bah, des choses vraiment très concrètes. Elle veut des informations claires sur les produits, des parcours d'achat simples et un service client accessible. Alors ça, elle adore, enfin, elle supporte pas voilà, de n'avoir personne en ligne si elle a besoin d'être renseignée sur un produit. Elle privilégie vraiment la confiance et puis l'accompagnement aussi que les marques peuvent faire. La génération X attache aussi beaucoup d'importance au sens et à la transmission. Contrairement à certaines générations plus jeunes, elles ne recherchent pas forcément la nouveauté à tout prix. C'est pas une génération de la fast fashion ni des sites en ligne de vente comme Temu, Shein ou Wish, bien au contraire. Elle privilégie des produits ou des expériences qui ont une valeur durable. Et il y a aussi une logique très puissante chez cette génération, c'est la nostalgie. Et beaucoup de marques l'ont compris d'ailleurs. Mais la Gen X est très sensible aux univers culturels qui ont marqué leur enfance ou leur adolescence. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette nostalgie, elle n'est pas tournée vers le passé. Ils ne regrettent pas leur enfance ou leur adolescence. Non, ils ont plutôt envie de partager avec leurs enfants parce qu'ils ont bien aimé, parce qu'à un moment, ça leur a apporté des choses incroyables dans leur vie. Ils ont envie de transmettre ces références culturelles à ses enfants ou son entourage. Et ça c'est fondamental parce qu'il y a vraiment cette notion de transmission sur cette génération-là. Et donc, c'est vraiment une génération stratégique pour les marques, parce qu'aujourd'hui, elle est moins ciblée, par exemple, que la Gen Z. Elle possède en fait le budget, elle influence la famille et elle reste fidèle aux marques qui ont su gagner la confiance. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que elle a d'ailleurs un taux de fidélité de 15 à 20% supérieur que celui de la Gen Z. Donc, une fois qu'une marque peut fidéliser son client, c'est plus facile de le garder que d'aller en chercher d'autres. Et c'est vrai que cette génération ne change pas forcément facilement de marque, mais par contre, quand la confiance est rompue, alors là, il la quitte définitivement. Et c'est une logique qui est très différente de la Gen Z notamment. Euh, et donc cette génération, en fait, elle est très réceptive aux univers iconiques, aux licences et à ce que peuvent proposer les marques. Et par exemple, quand on voit des marques comme Nike qui relancent régulièrement des modèles iconiques comme leur Air Max ou les Air Jordan, ça fait appel à tout ce qu'ils ont connu. Lego est très fort aussi là-dessus parce qu'ils ont su développer des gammes adultes très populaires maintenant auprès de cette génération avec des gammes comme les monuments historiques ou les bouquets de fleurs ou autres. Nintendo aussi, avec les licences comme Mario ou Zelda, que cette génération a connues dans leur enfance, arrive à proposer aussi des expériences autour de ces univers-là. Ou aussi, Star Wars aussi, qui est un univers culturel qui est vraiment partagé entre les parents et les enfants. Donc ces marques en fait qui parlent à ces générations-là, elles ont tout un point commun, c'est qu'elles ont un univers fort, durable, mais surtout transmissible. Enfin, émotionnellement, il y a une transmission qui se crée. Donc, et c'est ce qui fait de la génération X une cible clé pour les marques et pour les licences en tout cas. Voilà pour moi. J'ai fini cette génération. Donc, Elodie, je te passe la parole pour la prochaine. Voilà, du coup, moi, c'est la génération Y. On suit la logique, hein, X, Y. Et donc, cette génération, on l'appelle communément les millennials aussi. Donc, c'est la génération qui est née entre les années 1981 et 1996.
Elle a aujourd'hui entre 28 et 45 ans et c'est vraiment le cœur de la population active mondiale, puisqu'elle représente 30% de la population active mondiale. Et elle représente un poids énorme dans l'économie puisque c'est celle qui dépense en fait le plus, quasiment, enfin plusieurs milliers de milliards de dollars en dépenses annuelles. Et donc, c'est également une cible stratégique évidemment pour les marques du fait de leur poids. Par contre, dans cette cible, moi j'ai identifié 2 sous-cibles, puisqu'il y a celle qui est entre le 1981 et 1988, qui est celle qui n'avait pas non plus connu l'Internet, pas l'arrivée des smartphones dans les foyers. Donc elle a plus de caractéristiques qui s'approcheraient de la génération X que vient de présenter Virginie. Et après, celle qui a vraiment connu l'arrivée d'Internet dans les foyers, qui correspond à la période entre 1989 et 1996, qui, elle, en fait, est née avec l'Internet et les smartphones en main. Donc, on est vraiment sur une génération de transition entre le monde analogique, caractéristique plus de la génération X, et le 100% digital adopté par justement les millennials. Et donc, on a une partie où voilà, cette génération-là, elle est quand même très à l'aise avec le numérique, mais elle n'est pas mobile only, comme on dit. Elle a aussi connu une période sans Internet. Et donc, cette génération, d'ailleurs, je m'aperçois qu'il y a une erreur sur le slide puisqu'on a laissé le X, donc c'est bien génération Y. C'est une de ses caractéristiques, c'est donc la forte adoption des technologies numériques dans leur parcours d'achat, puisque 73% d'entre eux préfèrent acheter en ligne plutôt qu'en magasin, 70% effectuent des recherches en ligne avant d'acheter et 54% ont même déjà acheté via les réseaux sociaux. Et donc, à l'identique de la génération X, c'est une génération qui recherche beaucoup d'informations en ligne. Ils comparent les prix, ils lisent des avis consommateurs. Et donc, leur processus d'achat est très informé. Et 80% d'ailleurs d'entre eux utilisent leur smartphone dans le parcours d'achat. Donc, on est vraiment sur de la consommation, comment dire, très simple. Il faut que l'usage soit très facile pour cette génération. Il faut que le parcours d'achat soit très simplifié. Donc, c'est quand même une génération qui est là aussi hybride, puisqu'elle est à la fois digitale et physique, puisque pour une partie d'entre eux de cette génération, ils vont quand même, à l'identique de la génération X, consulter les avis, s'informer, mais continuer à aller aussi en magasin. Par contre, pour la partie comment dire, de cette génération qui a été qui est née avec le digital, eux vont chercher vraiment à normaliser le e-commerce. Ils ont comment dire, généré tout un parcours d'achat très simplifié et sans contrainte. Il faut vraiment que ça soit facile d'usage. C'est d'ailleurs la suite de la présentation, puisque c'est eux qui ont développé vraiment l'UX design. Donc l'UX design, c'est quoi? C'est comment simplifier les parcours d'achat. C'est l'expérience utilisateur, en fait. Donc, il ne faut pas que ça soit trop long, il ne faut pas que ça soit trop intrusif ou trop compliqué, sinon ils lâchent l'affaire. C'est vraiment une génération où il faut que tout soit simple. Donc, pour 45% d'entre eux, ils peuvent même abandonner leur panier si les frais de livraison sont trop chers. Ils utilisent 42% exigent un paiement simple et rapide. 45% attendent une expérience personnalisée. Et 54% seront plus fidèles aux marques qui interagissent avec eux en ligne. Donc, c'est là où ça a permis à certaines marques de se démarquer, justement, puisque eux ont vraiment suivi cette tendance et ont changé un peu ont repensé leur business model pour vraiment coller aux besoins de cette génération. Donc, c'est un peu c'est l'exemple même d'Amazon qui a construit son succès sur un parcours d'achat extrêmement simplifié. Qui ont fait des recommandations et des avis personnalisés. Ils ont traqué énormément avec de la data leurs clients pour proposer le bon produit au bon moment avec une livraison ultra rapide.
Netflix, dans le domaine du divertissement, a lui aussi performé puisqu'ils ont développé des algorithmes qui recommandent le contenu selon les requêtes des utilisateurs. Donc, ils vont vraiment cibler les préférences d'achat des usagers. Ou Uber aussi, qui, lui, dans cette logique de spontanéité, propose en quelques clics de commander un trajet, de payer directement sur l'application et de suivre l'arrivée du véhicule en temps réel. Donc, on est vraiment sur un parcours d'achat où il faut que ça soit personnalisé, simplifié, rapide et sans contrainte pour cette génération. Alors, ça ne veut pas passer à l'autre slide. Voilà, ça va venir. C'est une génération également, comme je le disais, qui sollicite énormément les réseaux sociaux dans leurs décisions d'achat, puisque 62% ont déjà fait confiance à des avis clients et des recommandations et au contenu généré par des utilisateurs. Donc là, j'ai envie de dire, c'est tout le domaine de l'influence, plutôt qu'à la publicité classique. Et donc, pardon. Et c'est là où on s'aperçoit qu'en fait, c'est la génération qui a vraiment permis de faire développer et d'avoir cet essor de l'influence avec toutes ces communautés. En fait, ils accordent plus de poids aux communautés qu'à la marque en tant que telle. Et donc, on est plus dans un bouche à oreille numérique. Et c'est ce qui a d'ailleurs permis l'essor de toutes les DNVB, donc c'est les Digital Native Vertical Brands, pardon, toutes ces marques qui sont nées du digital, ont développé énormément de communautés autour de leur marque et qui, désormais, pour certaines d'entre elles, ont ouvert des points de vente physiques, mais à la base, elles sont uniquement nées du digital et des communautés. Et une autre importance aussi de l'influence de ces réseaux sociaux, c'est qu'ils adoptent plus, ils préfèrent dépenser leur argent dans des expériences plutôt que dans des biens matériels. Ils sont beaucoup moins attachés à la possession que les générations précédentes. Ils ont une forte appétence pour tout ce qui est voyage, loisirs, événements, expériences immersives. On est vraiment sur... ils veulent profiter. Je pense qu'ils ne veulent pas attendre la retraite pour profiter. Donc, on est plutôt dans de l'économie d'usage. Et c'est là où certaines applis comme Airbnb, par exemple, a très bien compris ce tournant puisqu'ils proposent des logements atypiques avec une quête d'authenticité en fonction des territoires. Voilà, on est vraiment sur quelque chose où on dépense notre argent pour se faire plaisir. Donc, voilà, la publicité traditionnelle et linéaire, elle est vraiment en perte de vitesse sur cette génération-là qui préfère largement communiquer et utiliser les réseaux sociaux pour s'informer. Enfin, une autre caractéristique très forte de cette génération, c'est les valeurs et l'engagement des marques, puisque de 55 à 73% d'entre eux préfèrent des marques éco-responsables et engagées socialement. Ils sont vraiment sensibles aux questions environnementales, sociales et éthiques. Ils veulent que les marques jouent à la transparence, que ce soit en termes de prix, de sourcing ou de pratique. Et certains d'entre eux sont prêts à boycotter des marques qui ne partagent pas leurs valeurs. Et donc, certaines marques se sont vraiment engouffrées dans ce segment-là. C'est comme à l'image de Patagonia, qui est une marque de vêtements outdoor qui encourage en fait et qui communique fortement sur la protection de l'environnement, encourage la réparation des vêtements, voire même demande à ses consommateurs de moins consommer. Donc, on est vraiment sur un positionnement très particulier. Et également la marque Veja, puisqu'elle propose des baskets fabriquées avec des matériaux écologiques et issus du commerce équitable. Donc vraiment, voilà, on est sur des marques qui jouent le jeu de ces besoins de cette génération, qui s'engagent et qui souhaitent vraiment être dans ces démarches environnementales et sociales pour les consommateurs. Mais il faut savoir quand même qu'il y a quand même un écart entre les intentions et les comportements réels, puisqu'en fait, on s'aperçoit souvent qu'entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a vraiment un gap. Et donc, c'est là où la génération des millennials se trouve devant une
contradiction puisque, OK, ils sont 64% à vouloir boycotter une marque qui ne partage pas leurs valeurs, mais dans les faits, là, j'ai pas forcément les chiffres. Réellement, est-ce qu'ils boycottent? Ça, voilà, il peut y avoir vraiment une différence puisque les millennials ont recherchent une consommation responsable, mais ils ont aussi une consommation opportuniste, et notamment avec la fast fashion. Si on prend le cas de Shein ou Temu, on voit bien que c'est une génération qui consomme aussi ces marques-là. Donc voilà, il y a une dichotomie entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Donc, pour conclure, en fait, c'est une génération cible, puisqu'elle est riche en transition comportementale, puisque comme je vous l'explique au départ, on a ceux qui sont plus issus de la génération X et les millennials, la fin des millennials, qui se rapprochent plus des comportements de la génération Z. Mais ce qui la caractérise vraiment, c'est celle qui a développé l'e-commerce avec tout ce qui va autour, c'est-à-dire l'UX design, le fait des parcours d'achat simplifiés, le fait qu'on utilise les smartphones comme outil d'achat, en fait. Ils ont développé tout ce qui est influence avec le besoin de se rassurer via des communautés de pairs. Et ils privilégient plutôt le vécu au matériel dans leurs achats, puisque la possession pour eux, c'est pas quelque chose qui les caractérise. Voilà. Après, on va passer à la suite de la génération qui passe à celle de la génération Z, celle qu'on parle énormément. Exactement. Donc, la génération Z, effectivement, sont les jeunes entre 15 et 30 ans et qui représentent aujourd'hui 20% de la population en France comme en Europe. Donc, c'est une génération qui est jeune, mais qui pèse fortement sur les tendances de consommation. En fait, alors, la génération Z, faut pas la voir comme une simple continuité, si on peut dire, des millénials. C'est vraiment une génération à part entière. Elle a grandi avec les crises économiques, les inquiétudes climatiques, mais elle a eu cette immersion totale dans le numérique. Elle est née avec, et le téléphone, c'est une troisième main, quoi. C'est vraiment là. Elle s'est construite une identité consommateur très forte, basée sur des valeurs d'authenticité, d'éthique et de communauté. Ça, c'est très, très fort pour la Gen Z. Mais attention, donc c'est ce que évoquait Elodie tout à l'heure en parlant des millennials, mais la génération Z, c'est une génération très paradoxale, parce qu'il y a souvent un fossé entre leur discours et ce qu'ils font vraiment. Aujourd'hui, ils n'achètent pas juste un produit, ils achètent une appartenance. Et cette notion de communauté-là rentre vraiment en compte. Et on voit bien que, par exemple, une marque comme Nike, quand elle cible cette génération, elle ne vend pas seulement des baskets. Elle vend des collaborations, des drops limités, des expériences pour cette génération-là. Et donc, quand cette génération consomme Nike, elle rejoint la communauté Nike. Et ça, c'est très puissant pour la Gen Z. 60%, c'est la part de la Gen Z qui considère les influenceurs comme première source d'inspiration. Avant, c'était les marques qui parlaient directement aux consommateurs. Et aujourd'hui, et c'est d'autant plus vrai sur cette génération, ce sont les créateurs de contenu, les influenceurs et même les communautés en ligne qui font les recommandations et qui inspirent leurs choix. Donc, ce qui est intéressant là, c'est que, en plus, ces recommandations, c'est pas forcément uniquement lié au produit. Ces recommandations véhiculent des valeurs, des engagements et une vraie manière de consommer. Donc, résultat, pour la Gen Z, acheter, comment dire, c'est comme une prise de position. Ils sont quand même très engagés, mais dans la réalité, ce principe se heurte souvent à la réalité de leur porte-monnaie, quoi. Ils ont pas beaucoup d'argent encore. Donc, voilà, c'est très dichotomique tout ça. Tu peux passer, Elodie, à l'autre slide. Hop là, pardon. Voilà. Super. Donc, le paradoxe de la Gen Z, ça, on va le voir effectivement. Il faut comprendre un concept assez fondamental sur cette génération. Alors, ce qu'on appelle le say-do gap. Donc, le say-do gap, c'est quoi? C'est simplement le fossé qu'on retrouve entre la consommation qu'ils disent faire et celle qu'ils vont faire réellement.
Donc, 73% de la Gen Z affirment être prêt à payer plus cher pour un produit éthique, par exemple, durable. C'est l'idéal qui est affiché pour cette génération. Mais en réalité, c'est bien distinct puisque seulement 12% passent réellement à l'acte. Donc, c'est cet écart qui est très paradoxal chez cette génération et qui s'explique aussi par une réalité simple, hein, c'est que d'un côté, ils ont leurs convictions écologiques, sociales, etc. Mais de l'autre côté, ils ont la réalité de leur pouvoir d'achat qui est très limitée et souvent limitée à cet âge. Donc voilà, cette tension en plus est amplifiée vraiment par les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, cette génération, elle est hyper présente sur TikTok, sur Snap. Mais sur TikTok, par exemple, il y a une culture qui est très poussée pour cette génération aujourd'hui, qui est la culture du haul. Donc, ce sont des vidéos, vous savez, où on montre ce qu'on a acheté. Donc, on déballe un peu ce qu'on achète et on en fait un peu la pub déguisée. Mais c'est vraiment, voilà, on transmet ce qu'on achète. Et donc ça, cette culture entretient finalement en permanence le désir de nouveauté. Cette génération est vraiment attirée par la nouveauté, les nouveaux produits, les nouvelles expériences, etc. Donc, donc, malgré leur conscience environnementale qui est forte, parce qu'ils ont des vrais enjeux et des vraies convictions, mais plus d'un jeune sur deux, donc 53%, continue de consommer de la fast fashion. Et on constate clairement, par exemple, avec la marque Shein, hein, qui est très critiquée, entre autres, pour son impact environnemental, mais pourtant, elle reste massivement consommée par cette génération. Et ça, c'est tout le paradoxe de cette génération, hein, militante dans l'âme, mais en fait, ultra consommatrice dans les faits. Tu peux passer à l'autre slide, Elodie. Merci. Donc là, donc face à la fast fashion, effectivement, qui est très poussée, on a une autre dynamique qui s'installe, qui est celle de la nostalgie de seconde main. Alors ça, c'est un phénomène que la génération Z développe. Souvent, elle développe une nostalgie pour les époques qu'elle n'a pas connues. Donc 56% de la génération Z se disent nostalgiques des années 90 à 2000. Donc en fait, ils fantasment sur une époque qu'ils ne connaissent pas à travers des archives, de la pop culture et tout ce qu'on a pu vivre dans le passé. Mais cette nostalgie se matérialise concrètement dans leur pratique, puisque, par exemple, 24% d'entre eux possèdent une console rétro. Donc, dans ce même contexte, Vinted, c'est bien plus pour eux qu'une plateforme d'achat. C'est vraiment un terrain de chasse où ils ont envie de trouver la pépite, de faire la bonne affaire, mais de chercher l'objet unique qui va leur permettre de se distinguer. Et ça, en fait, ce retour au passé, ça répond à un besoin physiologique profond, hein. C'est celle d'un monde perçu aujourd'hui comme rapide et incertain, parce qu'aujourd'hui, ils sont dans un contexte économique, politique qui est très compliqué. Et du coup, ce passé devient un refuge rassurant. Ils préfèrent aller dans ces années où on sait que c'était des années qui les font rêver. Par exemple, Par exemple, pour illustrer cette tendance, on a le cas du Tamagotchi, qui a été un jouet emblématique dans les années 90, qui a fait son retour en 2024, et donc quand cette marque a été relancée, elle a été relancée non pas comme un seul produit, mais comme un véritable écosystème, avec une ouverture d'une boutique officielle à Londres, qui a été immédiatement saturée et par tout ce qu'on a pu voir sur TikTok. Il y a eu des pop-up événementiels, des connexions qui ont été faites aussi avec l'univers du jeu vidéo sur Switch. Donc, il y a eu tout cet écosystème qui a fait que l'expérience a parlé à cette génération. Et en fait, cette génération a vu vraiment pas un objet rétro, mais une expérience culturelle complète. Et ça a été un vrai succès entre 2022 et 2023, puisque les ventes mondiales ont doublé. Et donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, tous les acheteurs, beaucoup d'acheteurs, n'avaient même pas connu cet objet une fois qu'il était sorti lors de sa première sortie. Donc voilà, ça c'est typique de la génération Z. Voilà, merci. Et donc, alors, autre chose pour la génération Z, c'est que le virtuel
doit aussi se retrouver en physique. Et c'est une expérience physique qui doit être vécue. Et on le constate souvent là avec les succès phénoménaux des grands ensemblements, notamment la Japan Expo, qui en est la preuve, hein, 250 000 visiteurs qui se réunissent pour célébrer la culture commune, c'est pas rien. Quand on voit l'immersion qu'ils font avec les cosplays, ils s'approprient vraiment le personnage, hein. Ils jouent pas juste au personnage, ils ont vraiment envie d'intégrer les univers. Donc, c'est une forme d'expression très forte pour cette génération. Et les marques ben, l'ont bien compris, hein. Par exemple, l'entreprise chinoise TCL, qui est un grand groupe électronique, qui est notamment connu pour ses téléviseurs, a une stratégie très orientée Gen Z. Et plutôt que de faire de la pub classique, ben, par exemple, TCL va s'associer à des équipes e-sport comme Gentlemates, où est présent sur des événements gaming, pop culture, et crée des expériences immersives. Et la logique est claire, en fait, pour toucher la Gen Z, il suffit pas d'être visible, il faut vraiment faire partir de leur culture et de ce qu'ils ont envie de partager. Voilà pour moi, pour la Gen Z, j'en ai terminé. Élodie, je te repasse la parole. Oui, alors pour illustrer un peu toutes ces générations, on a essayé de trouver un cas d'école qui puisse un peu rassembler toutes ces générations. Et on a voulu mettre en lumière le Grand Prix Explorer, ou enfin le GP Explorer, comme on dit, qui est donc un événement qui a eu lieu sur le circuit des 24 heures l'été dernier. Donc, je pense que vous avez dû en entendre parler. En tout cas, ça a été vraiment un événement massif, puisqu'il a été créé par Squeezie, donc célèbre YouTuber, et qui mélange plusieurs univers, à savoir le sport automobile, l'influence, le streaming et même un esprit festival. Puisque bah, pendant 3 jours, sur le circuit du Mans, on a vu se déplacer 200 000 spectateurs. Initialement, c'était la 3e édition, hein, de cet événement. La première édition, c'était déjà que sur une journée. Donc, on voit qu'au fur et à mesure, l'événement a vraiment pris de l'ampleur. Il y avait 24 créateurs pilotes. Le concept, c'est que les écuries de courses, enfin de voitures, étaient pilotées par des créateurs de contenu. Donc, cette année, il y avait 24 créateurs pilotes qui représentaient 47 marques au total, sachant qu'à l'édition 1, il n'y avait que 20 marques présentes. Donc, on voit une vraie performance en termes de sponsoring. Et surtout, une diffusion massive, puisqu'il y avait une retransmission sur France Télévisions avec plus de 1,2 million de téléspectateurs. Et bien sûr, sur la plateforme Twitch, plus de 1,4 million en simultané. Donc, on est vraiment sur des scores d'audience énormes. Et donc, on peut dire que le GP Explorer est désormais un événement, un des plus grands événements d'influence. Et pour les annonceurs, on n'est plus vraiment sur du sponsoring classique. On parle vraiment d'écosystème média complet, puisque ça combine et du live sur Twitch et de la diffusion télé, des contenus sur les réseaux sociaux, des streams sur chaque plateforme de créateur, mais aussi après tout ce qui est viralité sur les réseaux avec TikTok, Snapchat, des vlogs ou même des mèmes qui ont circulé. Et donc l'impact médiatique vraiment dépasse largement les 3 jours de course, puisque ça a été diffusé de façon massive avant, pendant et après la course. Et donc, pour les marques, c'est vraiment un terrain d'expression inédit, puisque on est dans une approche un peu différente de la publicité classique, puisque les marques n'achètent pas uniquement un achat d'espace, mais peut acheter de la visibilité de façon très différente via du sponsoring d'écuries ou des pilotes, avec une réelle visibilité pendant la course. Il y a du branding aussi sur les voitures, sur les combinaisons. Donc là, à l'image, on voit Squeezie avec sa combinaison Netflix et sa voiture aux couleurs de Netflix. Il y avait des campagnes de social media avec tous les créateurs de contenu, et également dans le village des 24 heures, des activations de marque au travers de villages et de stands, donc avec du contenu propre pour chaque marque.
Et puis aussi, il y a la dimension festival, puisque il y avait pendant 3 jours des concerts avec des groupes de musique propres à la génération. C'est vrai que j'ai pas parlé de la génération qui est ciblée par cet événement. On est vraiment sur une génération Z, mais pas que. Et c'est là que je vais en venir après pour vous expliquer. Mais vraiment, le cœur de l'événement était focus sur cette génération Z. Et donc, les groupes de musique également correspondaient aux attentes de cette génération. Et il y avait aussi du merchandising dans le village, des animations. Enfin, on est vraiment sur un événement type festival qui dure pendant 3 jours. Alors, la puissance de cet événement repose sur ce côté un peu pas hybride, mais c'est que chaque créateur, chaque pilote, c'est un média à lui à part entière, puisque chaque créateur dispose de leur propre chaîne de diffusion. Donc, on démultiplie le contenu via les 24 créateurs qui correspondent à 24 chaînes, 24 médias différents. Donc, chaque communauté de ces créateurs deviennent des relais de communication pour l'événement. Donc, on est vraiment sur une campagne, on va dire, d'influence géante. La communication est décentralisée et communautaire. Et on s'aperçoit que la viralité a été énorme, puisqu'on a eu plus de 330 000 contenus générés par les créateurs, 700 000 messages dans le chat et plus de 10 millions de vues sur Twitch. Et donc, ce qui est important, c'est que le pilote est un créateur, est un média et dispose également de tout le storytelling, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à communiquer sur l'événement en amont de la course avec toute leur préparation, leurs entraînements, les coulisses, pendant la course, donc là en live direct, et post-course également, avec leurs réactions. Voilà, donc on est vraiment sur un effet organique massif, puisque on a une amplification qui est juste énorme. Et donc après, tous ces contenus-là ont été relayés par leur communauté sur TikTok, Instagram ou X. Donc on est vraiment sur voilà, une campagne d'influence vraiment géante en temps réel. Et c'est ce qui change en fait des modèles classiques de sponsoring, où on n'a pas juste mis un panneau au bord de la piste avec un logo. Là, on est vraiment, la marque est incarnée via l'expérience en fait. Elle vit l'expérience, comme les pilotes. Alors, il faut juste que j'arrive. Voilà. Les cibles, donc on est, comme je vous le disais, sur une cible majoritaire de la Gen Z et des jeunes adultes, puisque la majorité des participants avaient moins de 30 ans. La diffusion sur la télé a été, pour près de 40% de l'audience, c'était des jeunes entre 15 et 34 ans. Et il faut savoir que 70% des nouveaux comptes qui ont été créés sur la plateforme France TV pendant l'événement, les personnes avaient moins de 24 ans. Donc vraiment, cet événement permet aux marques de toucher un public qui consomme à la base peu la télévision traditionnelle, mais c'était justement intéressant de pouvoir avoir cette double diffusion et sur Twitch et sur France Télé. Et donc, il faut savoir que pour les marques, ce qui était vraiment apprécié, c'est qu'ils ont pu toucher la cible des Gen Z de façon qui leur correspond, c'est-à-dire en vivant l'événement avec eux. Et c'est pour ça qu'on s'aperçoit qu'il y avait des marques où on ne se serait pas attendu à ce que ça soit ce genre de marque qui s'intéresse à cet événement-là. C'est le cas, par exemple, de Point S, qui ont déclaré qu'en fait, ils ont une difficulté à capter cette audience. Et pour eux, c'était vraiment l'occasion de montrer qu'on s'intéresse à cette génération. Ils avaient un stand avec 2 équipements, ils expliquaient comment changer une roue, etc. Enfin voilà, c'était vraiment, il y avait de l'immersif pour expliquer, être au plus près des attentes de ces jeunes. C'est le cas également de la marque Herborian, qui est une marque de cosmétiques, qui, pour eux, avait installé en fait un propre point de vente également pendant l'événement, afin de créer un lien entre la beauté, le digital et cette génération Z.
Ou encore, de façon très massive aussi, la marque Andros, qui sponsorisait également une écurie, eux, ils ont proposé dans le village plein d'endroits pour déguster, voilà, de la pâte à tartiner beurre de cacahuète, on va dire. Pendant ces dégustations, ils distribuaient des bobs. Et donc, tous les jeunes se mettaient avec le bob, se prenaient en photo, se prenaient des vidéos, partageaient sur leur réseau. Et ça a été vraiment un effet viral pour la marque qui avait du mal à aller toucher cette génération. Et donc, les clés de succès de cet événement reposent vraiment sur 3 gros piliers, c'est-à-dire les créateurs qui sont les pilotes, mais sont aussi les ambassadeurs, les diffuseurs, les storytellers. Ils construisent vraiment une narration collective pour leur communauté. Le deuxième point, c'est le storytelling, puisque les rivalités entre les créateurs, les entraînements, les qualifications, la course, etc., ça crée vraiment une narration proche du sport professionnel et a été largement relayé sur leur plateforme. Et puis ensuite, le format hybride, puisque le GP Explorer combine également le sport auto, la culture Internet, le streaming, le côté festival avec les concerts, les contenus social médias. Donc, on est vraiment sur un écosystème médiatique très, très large. Et donc, pour les marques, ça offre un accès direct à la Gen Z, puisque c'est un environnement authentique et communautaire. Et ça a vraiment permis de démultiplier les contenus par les créateurs. Et pour l'écosystème média, on est vraiment sur un nouveau type d'événement qui est en pleine mutation, puisque maintenant, les créateurs sont plus uniquement des influenceurs, mais aussi des producteurs de grands événements culturels. Et ils sont capables, en fait, de rivaliser avec des médias traditionnels. Mais ce qui est intéressant, et c'est pour conclure, ça a permis aussi de montrer que ce genre d'événement, il est multigénérationnel. En prenant toutes les caractéristiques qu'on vient de balayer au travers des générations, on s'aperçoit que la génération X, même si elle est encore à regarder la télévision en linéaire, elle pouvait suivre l'événement via la rediffusion sur France Télé. Leur motivation, c'était plutôt de connaître l'événement, d'avoir un spectacle sportif, d'avoir le côté, on va dire, convivialité. Tandis que, par exemple, la génération Y, elle a plutôt consommé sur la télé, mais aussi sur Twitch ou YouTube. Et ce qui intéressait cette génération, c'était le côté divertissement, sport, les récits, les coulisses, un peu l'effet narration de la course. Et pour la génération Z, elle était vraiment en mode de consommation très interactif. C'était vraiment eux le cœur de l'événement et ils ont consommé cet événement de façon très communautaire. Et on s'aperçoit que dans l'ensemble des marques partenaires, chacun pouvait trouver un moyen de toucher la cible qui les intéressait, que ce soit la génération X, Y ou Z. Voilà. Alors, tu veux faire la conclusion, peut-être, Virginie, ou Nathalie, Ou Nathalie, Je suis vas-y. revenue. Ouais. Vas-y, Nathalie. J'étais partie, mais je suis revenue. La conclusion, elle est que on s'intéresse énormément à la génération Z, à la Gen Z. On fait tout pour eux, on pense qu'à eux. Ce sont des privilégiés. On fait en sorte de ne pas les frustrer, qu'ils soient tout le temps heureux, etc. Mais finalement, c'est pas eux qui achètent. Ceux qui dépensent, ce sont les boomers et la Gen X. Donc, c'est vraiment intéressant de remettre l'église au milieu du village en se disant, OK, on est actif sur une génération qu'on se doit de capter, et le GP Explorer est l'exemple magique, mais si on veut en plus gagner de l'argent, il faut élargir son champ de réflexion. C'est-à-dire qu'il faut parler aux plus jeunes avec la capacité d'attirer les plus vieux. Et c'est l'exercice le plus compliqué, mais ne pas omettre que l'argent reste chez les gens qui travaillent et qui sont actifs vraiment et qui ont donc de ce fait le pouvoir de le dépenser dans autre chose que l'alimentaire. Voilà. Je vais conclure aussi juste pour vous dire que on a la chance ce vendredi 10 avril à Koblenz le matin
d'accueillir Guillaume Frugier de Excellence, qui lui gère notamment une boutique à l'occasion de GP Explorer. Il gère une boutique Alpine, donc pour la marque Alpine, et il viendra effectivement expliquer comment cette marque qui est identifiée par les aficionados de la voiture, mais pas forcément sur les repères classiques de la génération Z, eh ben, comment ça fait un tabac en allant s'associer justement au GP Explorer.